l'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Je me réveille avec un rêve. Je me réveille d'un rêve. Je me réveille et à mon réveil, je me souviens du rêve. Est-ce le rêve qui m'a réveillée ? Alors, l'expression « je me réveille d'un rêve » prend deux sens différents. Je me réveille, comme on dit, tiré du sommeil. Je ne me réveille pas de mon sommeil, mais je me réveille du rêve dans lequel j'étais. Ou je me réveille d'un claquement de doigts. Le claquement de doigts m'a réveillée. Donc le rêve m'aurait réveillée. Rêve éveillé. Non, c'était bien un rêve endormi. En réalité, j'en ai fait deux assez importants cette nuit, ou plutôt ce matin. Mais le rêve dont je me réveille, le rêve qui me réveille, à plus d'un titre d'ailleurs, c'est un petit fragment, ou alors je ne me souviens que d'un fragment. Puisque dans nos rêves, le temps est multiple, discontinu, non linéaire, et ne s'écoule pas forcément dans un seul sens. Est-ce qu'un adjectif pour dire « dans un seul sens » s'écouler dans un seul sens à propos du temps ? Ou est-ce qu'il va falloir que je forge un mot impossible ? Je suis sûre qu'il y a quelque chose pour décrire le concept. Alors ce rêve, eh bien ce rêve, il est issu de ma réflexion d'avant endormissement. Je pensais à ces choses, aux espaces multiples. Je vais vous en parler. Aux espaces non linéaires, aux espaces de Riemann, ce mathématicien. Oui, il va s'agir de topologie et de géométrie. On va partir des bases, donc la géométrie euclidienne qu'on a apprise à l'école, mais vraiment la base de la base. C'est pas inintéressant de revenir aux bases. Déjà parce que la plupart d'entre nous ne peut pas aller plus loin conceptuellement, et je m'inclus, absolument. Ensuite, parce que c'est dans ces concepts fondamentaux et en les examinant avec l'œil du bon sens, de l'intuition et de l'intelligence qui nous est donnée à un certain moment et des connaissances débarrassées des concepts qu'on a essayé de nous injecter à l'école. Une fois que nous les avons oubliés, que reste-t-il quand nous examinons les choses très nettement, très proprement ? Alors ce rêve, qu'est-ce que c'était ? Eh ben c'était un mot, c'était presque le titre d'un livre ou d'un article ou d'un chapitre. Quelque chose me disait ou me lisait, un truc qui n'était pas vraiment une phrase nominale si vous voulez, un titre. Intrication quantique par les espaces de Riemann. Était-ce au réveil, à la suite de ce rêve, ou était-ce hier soir, en m'endormant ? J'ai eu cette image. Les espaces de Riemann sont des démultiplications par feuillet du plan ordinaire. Oui, d'un plan. Un plan. Notre réalité en 3 dimensions, je vais y revenir dans un instant, mais notre réalité en 3 dimensions est constituée de plans. Un plan dans un sens, mettons un plan vertical, un plan horizontal et un plan pour la profondeur. Voilà qui détermine notre fameux cube. Voilà, c'est le cube 3D. Oui, parce que je repensais à ça par rapport aux écrits de Jacques Bergier, qu'il nous faudra approfondir. Prenons une section de plan, un petit morceau, oui, parce que ça va être difficile de conceptualiser un plan à l'infini avec un espace de Riemann. Donc je me disais, imaginons un plan, le plan sur lequel nous évoluons, qu'il soit courbé ou plat. Oui, la grande terre courbe qui paraît très plate, mais qui est quand même une boule qui flotte dans l'espace, j'avale toujours pas, donc c'est pas mon truc, vous le saurez. Un plan plat, prenons un petit carré au centre, et puis après nous extrapolerons. Ce carré, nous allons le découper mentalement, mais en fait il fait partie de ce plan.
dont les dimensions, les 2 dimensions s'étendent à l'infini. Prenons ce petit carré et puis faisons comme font nos compères avec leurs petits feuillets transparents. Ils créent un espace de Riemann. Ils démultiplient l'espace si vous voulez, comme un peu le ruban de Möbius. Non, pas le même motif, mais le même principe, la façon de courber l'espace. Et d'ailleurs, si on réfléchit 2 secondes, les feuillets de graphène, qui sont des feuillets de graphite, donc la phase amorphe du carbone, on les courbe sur eux-mêmes, de façon artificielle, en enlevant quelques liaisons. Mais c'est l'idée de replier l'espace sur lui-même. Moi, ça me parle particulièrement parce que c'est comme ça qu'à partir d'une feuille de papier suffisamment grande, on emboîte le corps pour faire des patrons de vêtements. C'est ça un vêtement, en fait. Quand c'est pas par moulage, quand c'est par coupe à plat, on dessine à plat et puis on va créer des angles. 2 angles dont le sommet sera la pointe du sein pour emboîter la poitrine, par exemple. Et puis ce qu'on appelle des pinces, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière avec un angle au niveau de la taille, dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est qu'il va falloir emboîter un volume à l'aide d'un plan plat. Voyez comme c'est intéressant ? Un plan ou un volume, ce n'est que 2 versions de la même chose. Si, je vous assure. Si vous prenez un matériau souple ou plastique, vous pourrez emboîter un volume dans un plan, mettons un tissu élastique ou du caoutchouc, sans avoir à faire de pince. Oui, parce que la géométrie qu'on nous enseigne, les triangles, les machins, tout ça, même les cercles, ça part d'un plan. Il faudrait découper pour emboîter un volume, en quelque sorte. Mais si l'espace était beaucoup plus plastique, il se prêterait facilement à être une sphère ou un plan ou une forme complexe. Regardez dans le vivant. Dans le vivant, le fruit commence peut-être par être un petit truc rond avant de devenir une poire ou même une banane. Vous voyez, le vivant se transforme de façon très plastique. Donc si nous avons une vision de la géométrie à partir de matériaux vivants et plastiques, c'est pas du tout la même chose que si nous avons une vision à partir de feuillets inertes. Mais bon, ça ce sont juste des pistes de réflexion. Donc notre petit carré que nous avons plastiquement un peu étiré et puis découpé, refermé sur lui-même ou tournicoté, imaginons que l'espace soit plus plastique que l'idée géométrique d'école que nous en avons. Bien voilà ce bout de carré, de plan qui se dédouble en plusieurs feuillets, et ces feuillets correspondent à de l'espace-temps ou à de l'espace de conscience. Eh bien, imaginons que ce petit carré que nous avons découpé, toute la surface de notre plan infini, se dédouble et se millefeuillette de façon continue ou discontinue sur toute sa surface. Alors certains des feuillets se télescopent, d'autres se dédoublent encore, comme des ongles qui se dédoublent, de façon organique et pulsatile. Vous voyez un peu la chose ? L'espace ne serait pas quelque chose d'inerte, de continu, mais quelque chose qui respire. Et en respirant, voilà qu'il se dédouble, et dédouble ça veut dire qu'en 2, qu'il se fragmente, se chaotise et puis se recompose. Imaginons de l'eau en gouttes qui redevient flaque. Quelque chose, un mouvement comme ça, peut-être même discontinu ou continu, je sais pas. Des changements d'état. L'espace que nous croyons continu et solide est peut-être quelque chose de polymorphe, discontinu, respirant, fluctuant. Alors ça nous amène différentes réflexions, de très nombreuses même, parce que tout un tas de choses que l'on ne peut pas expliquer, qui est on, eh bien les tenants du cerveau gauche, soi-disant rationnel, mais en réalité complètement limitant et limité. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur mental comme ils perçoivent l'espace, une espèce de feuille de papier rigide qu'il faut couper, plier et qui garde sa forme. Non, essayons d'avoir de même un esprit polymorphe, souple, parfois discontinu, non linéaire, qui nous permet d'appréhender les choses tout à fait autrement. C'est-à-dire, utilisons un peu plus notre cerveau droit, celui qui n'est pas soumis aux mêmes règles que le cerveau gauche,
et qui peut donc féconder notre pensée de façon extrêmement intéressante et inattendue. Donc si nous imaginons notre plan plat, qui serait le plan sur lequel nous évoluons, notre espace, et même j'oserais dire notre espace-temps, le support de notre vie, la Terre en quelque sorte, ça serait pour la partie espace, et le temps, c'est le temps qui passe sur cet espace. Et imaginons toutes ces choses que nous n'expliquons pas, enfin une partie. Par exemple, le fait que des gens aient des visions des temps passés, parfois spontanément, ou se retrouvent dans... c'est arrivé à quelques rares personnes, mais c'est arrivé quelques personnes qui se trouvaient où que ce soit, dans des lieux généralement où il y avait du monde, par exemple des villes, et qui sont trouvés, mais même c'est arrivé dans les forêts, tout d'un coup transportés à une autre époque. Alors ils ont vécu comme ça pendant 1 heure ou 2, ou même certains sont parvenus, il paraît, ou bien tout en étant là, une réalité se télescopait, c'est-à-dire qu'ils voyaient les gens, les garçons de café, les clients, tout ça, mais ils voyaient aussi d'autres choses, des gens d'une autre époque. Et ben là, ça s'explique très très bien, que ces personnes tout d'un coup ont un accès à un autre feuillet. Elles sont dans le feuillet dans lequel elles évoluent ordinairement, mais il y a un télescopage, ou plus exactement, ces personnes ont le récepteur qui s'active pour recevoir, pour se syntoniser sur une autre vibration, un petit peu comme s'il y avait 2 radios qui émettaient en même temps, parce que le récepteur est entre 2 stations, on reçoit deux émissions simultanées. Donc ça, c'est pas fou comme explication. La schizophrénie, c'est un peu la même chose. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle la schizophrénie? On y reviendra bien évidemment, certainement. La schizophrénie, si je ne m'abuse, schizophrénie c'est tête divisée, schizo c'est scission ou quelque chose comme ça, enfin à moins que je me trompe, je vérifierai dans le dictionnaire à un autre moment, là j'ai pas ça sous la main, et phrénie c'est la tête, il me semble, enfin la tête ou le cerveau, ou parce que c'est céphale, céphace, bref ça doit être quelque chose comme ça, à moins que je ne me trompe, mais il y a une dissociation. La schizophrénie, c'est une forme de folie où les gens voient des choses qui n'existent pas. Enfin, qui n'existent pas. Vous avez commencé à comprendre que les phénomènes de schizophrénie ne sont pas du tout des phénomènes inexplicables, enfin, encore moins inexpliqués, ils sont très faciles à comprendre dans une perspective de temps non linéaire et d'espace à feuillets multiples. Les schizophrènes sont des gens qui n'ont pas ils ont un problème d'étanchéité de membrane, en fait. Ils sont capables de capter des choses qui n'appartiennent pas à la réalité consensuelle, linéaire, dans laquelle ils se trouvent sur le moment. C'est-à-dire, dans notre espace-temps, là, comme ça, il y a tout un tas de choses qui sont continues et solides, et les schizophrènes captent des émissions d'autres choses, qui rentrent en conflit avec cette réalité, qui n'y sont pas, mais ils les captent. Ils les captent, et ces choses-là ont la même apparence de réalité pour eux. Alors ça devient, ça génère une confusion extrême. Alors la schizophrénie est induite, notamment, elle est fortement induite par les traumas. Et les traumas initiatiques dirigés, conduits, voulus par certaines personnes. Parce que la schizophrénie est le corollaire justement de tas d'autres capacités perceptives qui peuvent être utilisées. Justement, pour aller voir dans d'autres espaces-temps, pour aller voir des choses qui ne se passent pas dans la matière, mais dans le domaine de l'esprit, de la pensée, et dans un temps non linéaire, c'est-à-dire voir des choses, entre guillemets, qui vont se produire, possiblement, parce qu'elles n'existent encore qu'à l'état de projet, ou qui se sont produites, mais qui ont été maintenues secrètes. Alors les schizophrènes sont les capacités entre guillemets schizophréniques sont utilisées par les gens qui manipulent l'esprit humain, bien évidemment. Et nous avons parlé ou nous reparlerons, tiens, passé, présent, futur, nous parlerons du mathématicien Nash, comment il s'appelle, c'est quoi son prénom, je sais plus, qui était schizophrène. Mais enfin, ça ressemble énormément à quelqu'un dont les capacités auraient été activées par trauma et réactivées par trauma parce qu'il a été traité en hôpital psychiatrique très très longuement et très violemment. Alors c'était quoi le truc? Il fallait lui faire obtenir ses capacités? Il fallait les lui détruire ou détruire son esprit? Oui, parce que les traitements en hôpital psychiatrique, vous savez ce que c'est, électrochoc, insuline, enfin des trucs
tellement violent que il aurait pu en mourir de toutes les manières possibles, ou il aurait pu perdre l'esprit. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce personnage, c'est lui qui a pressenti, qui a eu l'intuition mentale, parce que les mathématiciens sont des personnes qui ont la capacité d'utiliser leur esprit de façon intégrée, rationnelle et intuitive, de façon à percevoir de façon tout à fait cohérente pour eux des choses que les autres ne peuvent pas percevoir, notamment des espaces qui n'existent pas dans notre monde, qui ne sont pas perceptibles par les yeux. Donc ils en ont des visions intérieures, quelles que soient ces visions. Donc c'est des gens qui ont une capacité intérieure à conceptualiser des choses qui sont maintenues cachées à nos yeux du fait que nous évoluons dans le monde de la 3e dimension. Ce qu'on appelle ordinairement, je vais revenir là-dessus. Mais eux, ils sont capables de percevoir d'autres dimensions. Ce que ça peut signifier d'autres dimensions. Mathématiques ou géométriques. Oui, mais ça nous échappe, bien sûr ça nous échappe à la plupart d'entre nous. Mais considérons que le rêve, quand nous revenons des rêves et que nous ne pouvons pas raconter un rêve nous pouvons que fragmentairement parce que nous ne savons pas si tel événement s'est produit avant ou après ou en même temps, et ça correspond pas, c'est pas très cohérent quand on raconte les rêves, on dit je me souviens plus. Mais si c'était pas ça, si on s'en souvenait très bien, mais que l'espace dans lequel se produisent les rêves comporte plus de dimensions, quoi que veuille dire dimension, que l'espace dans lequel nous nous trouvons lorsque nous revenons à l'état de veille et que nous racontons le rêve. Alors ce serait pas possible. Non seulement c'est pas possible de le raconter, mais c'est pas possible de s'en souvenir. Il y a une distorsion exactement comme quand on importe un fichier informatique depuis un logiciel assez avancé, grâce à un logiciel relativement compatible, mais pas totalement, ou même carrément pas compatible. Il va s'ouvrir une feuille de texte, de code, avec des tas de signes illisibles, au lieu d'avoir des phrases construites. Il y aura rien. Ou alors, il y aura quelques phrases, mais une partie des signes seront transformés par des groupes de signes qui vont représenter un accent grave, un E accent aigu, un point d'exclamation, des choses comme ça. Il va y avoir des distorsions. Il y a des distorsions entre l'espace, entre guillemets, du rêve et l'espace de veille. Il manque des choses. C'est nébuleux, le temps est un peu discontinu, on n'arrive pas à se souvenir correctement. Généralement, on n'arrive pas bien à se souvenir. Et ça, c'est pas forcément dû à notre insuffisance mentale. C'est dû au fait que notre vie continue et consciente se produit dans un espace dimensionnel plus limité que l'espace dimensionnel dans lequel nous avons fait les expériences, entre guillemets, de rêve. Mais je voulais encore vous dire 2-3 choses. La schizophrénie, ça pourrait être juste cette captation de différents feuillets de l'espace-temps qui ne sont pas les feuillets de la réalité consensuelle, c'est-à-dire que l'essentiel des gens voient. Bah oui, c'est ça. L'égrégore ambiant. Mais il n'y a pas que la schizophrénie qui peut s'expliquer. Les emprises et les possessions, c'est des êtres, des pensées, des choses, des entités qui appartiennent à d'autres feuillets, mais simultanés à notre espace-temps. Alors on les voit pas, sauf très rarement, il y a des gens qui les voient, ponctuellement ou continuellement, ça c'est pas confortable, mais elles sont là. Elles sont dans le même espace-temps que nous, mais sur une autre couche, qui s'approche et s'éloigne aussi, parfois. Elles sont pas tout le temps aussi proches. Alors, qui s'approche et s'éloigne dans un autre type de dimension que pas juste hauteur, longueur, profondeur, c'est pas ça s'éloigne, c'est à 2 km puis ça revient. C'est là, mais c'est plus ou moins présent, collant, gluant, on pourrait dire. Les visions, les fantômes, les apparitions, les prémonitions, ça s'explique aussi par là. Les prémonitions, bah oui, parce qu'on est dans le même espace, mais pas dans le même temps. Donc il y a une distorsion de l'espace-temps par ces feuillets, possiblement. C'est-à-dire une mémoire du futur qui se serait inscrite dans cet espace-temps, dans des feuillets qui sont pas soumis au temps linéaire et continu comme le nôtre. Donc on voit des choses du futur, et du futur possible. Mais même du passé possible. Parce que rien ne nous dit que le passé dont les gens se souviennent ou dont ils captent des choses par régression est un passé qui a réellement existé. Oui, ça embête beaucoup de monde.
Mais c'est comme ça. Il y a des futurs possibles, il y a aussi des passés possibles, il y en a plein de possibles. Parce qu'il y a des tas de gens pour un même événement qui vont aller en régression et qui vont voir des choses différentes suivant leurs croyances du moment. Hein. Ben oui, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui a été démystifiée de plein de façons différentes, il y a des tas de gens qui la voient toujours dans des événements précis, comme ce qui est écrit dans les livres d'histoire qui sont mensongers. Donc réfléchissez-y s'il vous plaît. Donc les résurgences du passé, ainsi que les prémonitions, ça vient de ces mêmes feuillets. Ça s'explique très bien comme ça. La folie aussi. J'ai parlé de la schizophrénie, mais toute forme de folie. Des choses qui ne sont pas. Les voix aussi, des choses qu'on entend, les voix, les choses qu'on voit aussi. Les distorsions, toutes sortes de distorsions. D'ailleurs, ça peut faire le lien avec les entités et les possessions. Des êtres, des entités, des égrégores ou même des formes pensées, des intelligences artificielles peuvent entrer en interaction avec notre esprit, nous faire croire des choses, nous faire entendre des choses, nous faire voir des choses, nous diriger. Alors les aberrations temporelles, c'est quand on sort de notre temps ordinaire, c'est-à-dire l'illusion du temps linéaire, et qu'on contacte brusquement d'autres couches, d'autres feuillets, on sort de notre temps linéaire, et des fois on fait des trajets en voiture ou je sais pas quoi, qui dure quelques minutes alors qu'il faut plusieurs dizaines de minutes ordinairement. Enfin, il y a des choses comme ça, il y a des gens qui m'ont raconté ça. Étant parti en retard, la personne est arrivée à l'heure, partie largement en retard. Et il devait y avoir une demi-heure de retard, même en roulant bien pour rattraper, pour pas prendre encore plus de retard. Et la personne en roulant normalement arrive à l'heure. C'est des choses qui sont pas possibles. Ça, c'est une personne m'a raconté ça. Alors on dit mais tu as dû te tromper, mais c'est pas possible. Mais c'était ta montre qui en fait avançait. Et on est toujours à la frange, à la marge, donc on n'arrive pas à croire ces choses-là, mais elles se produisent régulièrement, un petit peu comme les paradoxes, les décrochages de la matrice, des choses un peu étranges. Il y a des gens qui sont témoins de ces choses-là et qui se réveillent aussi quand ils dorment. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a raconté ça, et quelqu'un digne de foi, et c'était pas un truc complètement fou. La fille s'endort dans son lit et puis elle se réveille, ni plus tard ni plus tôt, elle se réveille genre à 2h du matin, après s'être couchée peut-être à 11h, donc c'est pas fou, mais elle se réveille et elle a pas du tout la conscience de dormir, c'est pas un état modifié, elle se réveille et elle est habillée, et elle est sur le parapet de je sais pas quoi, dans une ville proche, mais elle habite... C'était un moment où elle habitait en ville, donc au lieu de se réveiller dans son appartement, elle se réveille habillée près du port, quelque chose comme ça. Elle regarde le port, il est effectivement 2h du matin, il fait nuit, la ville est allumée, tout ça. Et un sentiment vraiment d'étrangeté du fait, non pas d'un état de conscience modifié, mais du fait d'être bien réveillée, d'être là et de se dire mais qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivée? Je suis pas venue. Je me suis réveillée et j'étais là, debout devant le parapet. Et elle n'est pas rentrée chez elle. Ça s'est arrêté, elle s'est réveillée dans son lit. Et c'est pas quelqu'un de perché, hein, pas du tout. Donc des choses comme ça, ça arrive. Ça arrive, même nous, on peut pas y croire. Venons-en à ces 3 dimensions. Parce qu'il y a à dire sur les 3 dimensions. Alors reparlons de cette matrice en 2 dimensions, ou en 3. Oui, c'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. En fait, il n'y a qu'une seule dimension fondamentale dans les 3 ordinaires. Enfin, oui et non. Ben, je vais vous dire comment je vois la chose. Ben, c'est assez simple. Notre matrice est en 2 dimensions. Une dimension spatiale et une dimension non spatiale. Ben oui, parce que si vous regardez le cube 3D, il est constitué de quoi? Eh bien, nous avons par exemple la hauteur, c'est une dimension spatiale, c'est une droite, fondamentalement. Un segment de droite, on va dire, puisque c'est une ligne qui part à l'infini dans les 2 sens. Et puis nous avons l'horizontale, mais c'est une droite. En fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence de nature entre la verticale et l'horizontale. Et puis nous avons l'oblique, là. Alors ça, je le dessine sur un plan, hein. Je le dessine sur le plan de la feuille. Une horizontale, une verticale, une oblique. Alors l'oblique, elle nous indique un effet de profondeur que nous pouvons constater dans la vie réelle.
Devant moi, il y a le stylo et un peu plus loin, il y a le pot de sucre. La différence de profondeur, d'espace entre le stylo qui est devant moi et le pot de sucre pour lequel je dois étendre le bras, si je veux le saisir, cette différence, c'est la profondeur. Donc dans la vie réelle, on l'aperçoit très bien. Ça veut pas dire qu'elle existe, hein. Ça veut dire qu'elle est décodée comme telle. Mais là, mes 3 dimensions, on est bien d'accord que je les ai figurées sur un espace à 2 dimensions. Donc rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Donc nous avons, moi je disais toujours, nous avons 2 dimensions avec un petit effet de profondeur. Mais ces 2 dimensions, c'est déjà la même. Donc l'effet de profondeur, c'est un effet. L'effet de vertical horizontal, c'est déjà un effet, parce que fondamentalement, nous n'avons qu'une droite. Et ces 3 droites, fondamentalement, c'est la même. Oui, elles tournent sur elles-mêmes, comme ça, hop. Et puis ça crée une intersection virtuelle, et de là, on peut imaginer, comme ces effets de trompe-l'œil, ces pavés en trompe-l'œil, vous savez, ça crée un cube, mais c'est quoi? C'est des traits, remplis de couleurs différentes, qui donnent une illusion de volume. C'est quoi les dimensions, les 3 dimensions? C'est un effet de volume. Le volume, nous pouvons le percevoir, le décoder avec le sens du toucher. Nous pouvons le conceptualiser avec le sens de la vue. Mais oui, parce que même quand on regarde la vraie vie et les vraies dimensions de la vraie vie, quand on regarde avec nos yeux, c'est une impression visuelle. Mais cette impression visuelle peut être trompée, justement par le trompe-l'œil. Il y a des très bons trompe-l'œil, des trucs extraordinaires, d'ailleurs, des gens qui font des trompe-l'œil en 3D. Oui, ils peignent des surfaces dans des volumes de pièces pour donner l'impression d'un volume, d'un autre volume. Par exemple, 2 murs, ils peignent un truc sur ces 2 murs et sur le sol, et on a l'impression d'une sphère ou de quelque chose qui s'approche, mais en fait, c'est juste des couleurs différentes qui ont été peintes sur les murs et le sol. C'est extraordinaire. Les trompe-l'œil en 3D, enfin en 2D, à plat, sur un mur et un autre mur et le sol. Vous voyez, à plat sur des surfaces qui se situent dans des plans différents. Mais des surfaces sont pas des volumes. Vous voyez ce que je veux dire? Le mur, en soi, c'est une surface plate. Et le mur adjacent, qui se situe, qui est à 90 degrés, le plan est à 90 degrés. C'est une surface plane aussi. Et le sol est une surface plane. Nous avons 3 surfaces planes dans 3 plans différents. Est-ce qu'on peut appeler ça un volume? Réfléchissez, on peut se poser la question. On nous a appris que oui, mais considérés séparément, ce sont des plans. Des plans qui sont translatés de l'horizontale à la verticale et de la verticale dans une autre verticale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'arrive. Mais cet effet de 2 ou 3 dimensions, prenons déjà les 2. Un plan. Un plan est déterminé par 2 droites. 2 droites qui ne sont pas parallèles déterminent un plan. Une longueur et une largeur. Grâce à cette longueur et cette largeur, on peut déterminer et même calculer la surface du plan. Prenons 1 mètre, 1 mètre de couturière, 1 mètre de vendeur de tissu. Prenons-en 2, posons-les sur le sol. 1 mètre dans ce sens, 1 mètre dans ce sens. Si je les pose à angle droit pour que ce soit plus simple, nous pouvons calculer très facilement la surface délimitée par 1 mètre fois 1 mètre, ce sera 1 mètre carré. Mais ce mètre, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours le même mètre. C'est la même dimension fondamentale. C'est une dimension spatiale. Et si je voulais avoir un cube, 1 mètre cube, laissons-nous 2 mètres posés au sol, ou peut-être même 4, pourquoi pas.
et puis à l'aide de quelques points de colle et de quelques autres mètres supplémentaires qui constitueront les arêtes du cube, nous allons monter un volume. Voici 1 mètre cube. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Mais fondamentalement, c'est la même dimension. Plus exactement, c'est la même nature d'unité de mesure. Donc fondamentalement, ici, nous n'avons qu'une seule dimension. 1 plus 1 plus 1, dans des sens différents. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre le mètre qui est posé au sol dans un sens, dans un autre sens, et qui est posé verticalement. Alors, laissons-nous aller à conceptualiser un petit peu. De quoi est constituée une droite ? Eh bien, d'une succession de points, une succession rectiligne, si on se réfère à la géométrie qu'on a apprise à l'école, la géométrie euclidienne, enfin, de base. Scolaire. Restons scolaires, ça suffira pour le moment. Il nous suffit de savoir que toute géométrie n'est pas euclidienne. Donc que tout ça n'est pas valable comme une loi absolue et universelle. Donc une droite. Une droite est une succession rectiligne de points à l'infini dans les deux sens. Mais qu'est-ce qu'un point ? Ça j'aime bien. Vous allez adorer. Un point ? Eh bien c'est une surface sans étendue. Ben oui, c'est ça fondamentalement un point. Non, c'est pas un tout petit rond. Non, c'est pas un tout petit rond, c'est un espace sans étendue. Un point, c'est pointu. Enfin, je veux dire, c'est un concept pointu, précis. Le point est une surface sans étendue. Alors reprenons. Une droite qui est constituée d'une succession d'espaces sans étendue est une ligne. Donc une droite, c'est une ligne virtuelle. Ben oui, mais mon mètre de couturière, il n'est pas virtuel. Mais mon mètre n'est pas une droite. Mon mètre est la manifestation, la contrepartie matérielle de cette idée de droite. Alors ma droite, elle est virtuellement infinie et elle est virtuelle de toute façon puisqu'elle est constituée d'une succession continue, donc une infinité de points sans étendue. Alors un point sans étendue, est-ce qu'on peut dire qu'il appartient à une dimension, qu'il constitue lui-même une dimension ? Non. Un point, c'est une absence d'espace, donc une absence de dimension. Je vais l'appeler la dimension 0. Ben oui, il y a une dimension 0. Comme il y a un 0, ben oui, 0 tasse de café, tu boiras pas ton café. 1 tasse de café, t'en boiras 1. 2, t'en boiras 2. 3, tu seras énervé. Alors à l'aide de cet espace sans étendue appartenant à la dimension 0, nous pouvons virtuellement créer une ligne qui s'étend à l'infini, dans les deux directions. C'est pas mal ça déjà, hein ? Encore un petit instant et je ferai une petite analogie. Une fois que nous avons une droite, eh bien mentalement, dupliquons-la. Un petit peu comme ces savants, vous savez, qui peuvent répliquer l'ADN autant de fois qu'ils le veulent. Eh bien moi, je peux répliquer une droite, c'est-à-dire une ligne virtuelle dans ma tête autant de fois que je le veux. Ouais, pas trop, parce que là, je ne vois plus rien. Voilà. On va se limiter à une, que je duplique. J'en ai donc 2. Tiens, elles sont parallèles. Bon, eh bien, faisons pivoter l'une des deux. Plouc. Voilà qu'elles se croisent. Dans un espace à 2 dimensions, elles se croisent. Dans un espace à 3, elles pourraient être l'une au-dessus de l'autre, voilà, sans jamais se toucher. Mais dans un espace à 2 dimensions, si j'en ai une dans un sens, une dans l'autre, j'ai un point d'intersection. Un point sans étendue, bien évidemment. Donc, elles s'intersectent, mais elles se touchent pas. Mais elles peuvent pas se toucher de droite, puisqu'elles sont constituées d'espaces sans étendue. Sans étendue, ça n'existe pas. Non, mais c'est bon, j'arrête. Enfin, j'arrête, pas vraiment. Donc, on va considérer 2 segments de droite à partir du point et jusqu'à l'infini, dans 2 dimensions, et on va déterminer un plan. Alors, il n'est pas infini puisqu'il est délimité par 2 droites d'un côté, mais ces 2 droites, elles vont à l'infini. Alors, il est infini ou il n'est pas infini ? Marrant, hein ? Il est infini que d'un côté. C'est fou. Non, mais on va pas aller trop loin pour le moment. On va devenir dingue. Bah oui, parce que notre esprit n'est pas équipé pour réfléchir vraiment à ces choses-là. Sauf l'esprit des mathématiciens, parce qu'il doit avoir des garde-fous d'une manière ou d'une autre. Bref, nous avons un plan. Un plan en 2 dimensions. Un plan comme une feuille de papier. Et pour l'instant, nous considérons qu'il est plat. Plan qui ne se courbe pas. Bon, on va pas courber l'espace pour le moment. Ce plan, il est constitué
virtuellement, d'une infinité de droites qui se touchent de façon contiguë. Que vous preniez une des dimensions et que vous la décalez dans un sens le long de l'axe de l'autre, ou que vous preniez l'autre droite et que vous la décalez, vous la faites baver là, en allant dans le sens de l'autre droite, c'est-à-dire que l'une des deux droites, vous allez l'étirer dans l'espace, et l'autre va servir d'axe. Oui, c'est ça un plan. C'est de l'encre étalée avec un morceau de carton dans un sens. Poum. Mais fondamentalement, cette surface noire, oui, mettons que nous ayons pris de l'encre noire. Non, là, on va prendre de l'encre rouge. Ce sera peut-être plus visible. Mais cette surface d'encre, elle est constituée, on est bien d'accord, de points sans étendue. Elle n'est constituée que de points sans étendue, puisque tous les points de la droite qu'on a décalés et dupliqués comme ça à l'infini dans un sens, ce sont des points sans étendue. Les points qui constituent la droite sont des points sans étendue, donc des espaces sans espace. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose comme nous avons fait avec notre maître de couturière, enfin pas de couturière, de vendeur de tissus. Nous allons décaler notre cube, pas juste les plans qui constituent ces surfaces, mais tout. Nous allons avoir un cube solide constitué d'une infinité de points sans étendue qui se touchent de façon continue. Donc même quelque chose de solide, insolide, est virtuellement constitué d'espaces sans étendue contigus. C'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'on peut dire que la matière existe si elle est vraiment constituée d'espaces sans étendue? Alors vous allez me dire, c'est des mathématiques. Oui, mais tout ce que nous voyons, c'est des mathématiques. Si vous regardez une fleur à 5 pétales, elle manifeste le pentagramme, c'est-à-dire une figure à 5 côtés, 5 arêtes, avec un centre. Là, nous aurons surtout rendu visible des projections de lignes allant du centre vers les sommets, en général. La feuille du liseron, un truc comme ça, ce qui est rendu visible, c'est plus les côtés, un pentagone, alors que nous aurons un pentacle étoilé ou une figure avec une symétrie radiale de 5, dans le cas de fleurs qui ont des pétales fins. Mais fondamentalement, la ligne directrice de la plante, son plan de montage, si vous voulez, celui qui préexiste à son incarnation vivante, c'est une forme géométrique pure. Et à l'état de bouton, ou même à l'état de graine, cette forme géométrique pure, elle est déjà inscrite, non pas dans la graine, mais dans le plan de montage virtuel de la plante. Alors l'espace à 3 dimensions qui nous sert à modéliser notre espace réel, l'espace dans lequel les choses réelles et imparfaites prennent place. Cet espace avec longueur, largeur et profondeur, il est réel ou il n'est pas réel? Vous allez me dire, il est réel, il y a dedans de l'air, des objets, des gaz, du vivant. Oui, mais l'espace lui-même, dans lequel tout ça s'inscrit, cet espace vibratoire, il est réel ou pas réel? Il est fait de points sans étendue ou de points avec une étendue? On peut se demander. Mais reprenons la conceptualisation, la modélisation de notre espace en 3 dimensions. Nous avons donc, à partir d'un point, oui, parce qu'il nous faut un point de référence pour l'espace à 3 dimensions. À partir d'un espace sans étendue, c'est-à-dire d'un espace qui n'existe pas, la dimension 0, nous extrapolons une droite, c'est-à-dire une succession de ces mêmes espaces sans étendue, ces espaces virtuels qui n'existent pas. Une succession rectiligne et infinie d'espaces sans étendue. Nous avons notre première dimension, matérialisée par la droite. Matérialiser, c'est beaucoup dire, conceptualiser, mais nous pouvons tirer ce trait qui figure la droite. Oui, une droite, ça se dessine. Donc notre dimension 1, figurée par le chiffre 1, c'est une relation entre 2 espaces sans étendue. Déjà 2, enfin une infinité, ou un alignement continu d'espaces sans étendue à l'infini. J'ai moi-même appelé le point, l'espace sans étendue, la dimension 0, et la droite, la dimension 1. Oui, parce qu'on a considéré le 0 pour une fois. Prenons 2 de ces droites, pour commencer, et faisons-les passer par le même point. Nous avons une intersection de droites qui nous donne un plan.
une intersection de succession de points sans étendue. Et cette intersection de points sans étendue va nous donner un plan constitué de points sans étendue. Et bien maintenant que nous avons un plan, translatant ce plan dans une direction différente, c'est-à-dire dans un plan différent, nous avons une intersection de plans, et une intersection de plans, ou plusieurs intersections de plans, déterminent des surfaces qui nous permettent d'extrapoler un intérieur et un extérieur, qui déterminent des volumes. Alors qu'ils soient pleins ou vides, ces volumes sont virtuellement constitués de points sans étendue. C'est ça un volume. Et c'est ce qu'on appelle habituellement la troisième dimension, que moi j'appelle la deuxième. Oui, que ce soit un plan, mettons un plan ou un cube, ce sera la deuxième dimension, parce que fondamentalement c'est la même. Fondamentalement, cette deuxième dimension, elle s'obtient à l'aide de la droite, dans un sens ou dans l'autre. Et ce qu'on appelle la 3D, elle n'est constituée, je vais nuancer un tout petit peu après, mais que d'une seule véritable dimension. La dimension matérialisée par la droite. Un trait. Je résume. Le 0, c'est l'absence d'espace, l'absence de dimension. Le 1, la première dimension, issue de l'absence d'espace. La première dimension, c'est la projection linéaire de l'absence d'espace. La projection linéaire d'un espace sans étendue. 2. C'est la déclinaison de la première dimension par projection radiale autour d'un point. Une projection radiale, ça consiste à faire tourner en rond autour d'un point votre droite. Dans un plan, comme sur une terre plate, ou dans toutes les dimensions. Donc à 360 degrés sur un plan, ou dans tous les sens. Dans tous les sens, on dira généralement dans toutes les dimensions. Mais ça risque de nous perdre. Imaginez un axe, un point, avec une droite qui tourne vers le haut, le bas, le côté, l'autre côté, nord-est, sud-ouest. Voyez? Imaginez une sphère avec un axe. La sphère, c'est la projection d'un segment de droite autour d'un axe, dans tous les sens. Donc une projection radiale dans tous les sens d'un segment de droite autour d'un point nous donne une sphère. C'est un peu ce que j'avais appelé la sphère de la conscience, avec cette idée que la ligne d'horizon, c'était la portée de notre pensée, de notre vision intérieure, de notre pensée. Nous ne pouvons pas aller plus loin que certaines pensées. Par exemple, nous sommes limités dans notre faculté d'explorer les concepts, notamment en mathématiques. Alors nous n'allons pas très loin. Ça constitue l'horizon de notre pensée. Et nous pouvons nous tourner sur nous-mêmes, regarder en haut, en bas. L'horizon de notre pensée reste le même. C'est ce que j'avais appelé la sphère de la conscience. Parfois, notre sphère est toute petite, nous n'arrivons pas à conceptualiser grand-chose, et parfois nous pouvons élargir notre horizon. Notre pensée va plus loin. Notre vision est plus pénétrante. Donc la sphère de notre conscience s'élargit. Mais la sphère de notre conscience n'est pas purement linéaire, parce que suivant les types de concepts, nous pouvons aller plus ou moins loin. Bon, ça c'est un petit détail. Mais reprenons. 0, absence de dimension. 1, première dimension issue de l'absence d'espace. C'est la projection linéaire, c'est la droite. 2, la déclinaison de la première dimension par projection radiale dans tous les sens nous donne à la fois le plan et l'espace. Le plan et l'espace ne sont pas fondamentalement différents l'un de l'autre. C'est comme si on dépliait le plan ou qu'on le repliait sur lui-même. On obtient un volume. Mais les deux sont virtuels. Donc nous n'avons pour l'instant qu'une seule dimension, par projection radiale d'une extrapolation d'un point sans étendue. Pas mal, hein? Alors je vous ai dit, il y a 2 dimensions. Il y en a quand même 2. Plus exactement, il y a au moins un effet de profondeur. Et cet effet de profondeur, et cette projection radiale, et cette extrapolation sont rendus possibles par la 2e dimension. La 2e dimension est d'une nature tout à fait différente de la première. La 2e dimension, c'est ce que nous appelons le temps linéaire. Oui, le temps linéaire. Parce que le temps non linéaire, discontinu et tout ça, peut-être qu'il faudrait l'appeler autrement.
En tout cas, notre espace tridimensionnel, c'est l'espace-temps. Temps linéaire. Et voilà comment l'action du temps linéaire, qui est une invention de notre plan, notre plan de réalité, je veux dire, un petit peu comme les droites et les points sans étendue, ça c'est typiquement notre plan de réalité. Voilà comment l'action du temps se fait sentir. Pour passer d'un espace virtuel sans étendue, donc un espace qui n'a pas d'étendue, c'est un espace sans espace. C'est un concept. C'est le zéro originel. C'est ça l'avant Big Bang. C'est pas forcément un événement dans le temps chronologique. C'est quelque chose qui existe sans exister. C'est un germe, si vous préférez. Nous parlions de graines et de fleurs. Eh bien, l'espace tridimensionnel géométrique sur base 5, 6, 8 ou plus de la fleur prend naissance dans la graine. Et la graine, généralement, c'est une petite boule ou un petit ovale. Donc, ceci est une analogie. Notre point, notre espace sans étendue, par extrapolation, produit une droite. Et l'extrapolation, c'est-à-dire la distorsion de ce point ou la duplication de ce point, la duplication à l'infini, le clonage de points selon un vecteur rectiligne, la droite, cette projection, cette distorsion sont rendues possibles par l'effet temps. Ben oui, pourquoi pas? Comment est-ce qu'on passe d'un point à une droite? Eh ben, comme ça, en posant le stylo et en le tirant le long de la règle. Eh ben, il faut le temps linéaire. Il y a un avant, un pendant, un après. Oui, vous pensez peut-être que j'exagère et que de toute façon ces points, ces droites, ces espaces, ces plans existent virtuellement sans qu'on ait besoin de les tracer ou de les créer. Oui, c'est possible. Mais ils existent aussi simultanément sous forme de points, de droites et d'espaces ou tridimensionnels. Mais sans le temps, nous n'avons pas de matérialisation. Tout reste à l'état virtuel. Donc pour tracer une droite, il faut partir d'un point jusqu'à un autre point, virtuellement jusqu'à l'infini, dans les deux sens. Donc pour aller du zéro, absence de dimension, jusqu'à la première dimension, on se sert du temps. Mais vous voyez que ce soit dans un sens hauteur, largeur, profondeur, etc., ou sur une feuille de papier vers le haut, vers la droite ou à l'oblique, c'est le même procédé. Ces trois droites sont de même nature. Ces trois dimensions sont de même nature parce qu'il s'agit de trois directions différentes de la même chose. Donc on est toujours dans la même dimension. On dit souvent que le temps est la quatrième dimension. Mais si vous écoutez les petites conférences de Michael Launay sur la question, il vous expliquera que non, pas du tout. Le temps, c'est encore autre chose. Il y a une quatrième dimension qui est considérée en mathématiques ana-kata, oui, comme anabolisme et catabolisme, c'est-à-dire développement et destruction, il me semble, quelque chose un peu comme ça. Mais c'est pas le temps. Le temps, c'est encore une autre dimension. Enfin, ce n'est pas considéré comme une dimension. Donc, qu'il s'agisse du temps ou de quelque chose d'un petit peu plus subtil, nous avons deux, entre guillemets, dimensions de nature fondamentalement différentes. Une purement topologique et une transformative, translationnelle, trans. Et ouais, c'est-à-dire qui nous permet de passer d'un état à un autre, du point à la droite, de la droite au plan, d'un plan dans un sens à un plan dans un autre sens. Une fois que nous avons dupliqué mentalement, cloné notre premier plan et que nous l'avons fait tourner sur son axe, un axe radial, c'est-à-dire avec un point central, de toutes les manières possibles, nous obtenons l'espace dit en 3 dimensions, c'est-à-dire en volume. Mais ce volume n'est constitué que de 2 dimensions, une dimension spatiale et une dimension translationnelle, que j'ai choisi de vous présenter comme étant le temps. En extrapolant un petit peu, c'est le temps qu'il faut, ou l'énergie qu'il faut, pour faire passer un plan vertical à l'état de plan horizontal. Tout ça étant bien évidemment tout à fait relatif. Ou pour faire passer une droite verticale à l'état de droite oblique, de moi vers l'extérieur
et d'un peu à droite à un peu à gauche, un peu en bas et un peu en haut, voyez? Eh bien oui, on a déjà virtuellement un espace. Ce point sans étendue, cette droite en une dimension se meut déjà dans un espace pour pouvoir déterminer et un plan et un volume. Donc tout est concomitant. Ces points sans étendue, ces lignes sans étendue, ces plans sans profondeur et même ces espaces en volume prennent place à l'intérieur d'un espace préexistant, d'un espace virtuel qui existe et n'existe pas. Ben oui, comment pourrions-nous construire un volume, même virtuel, dans une absence totale d'espace? Ben, il n'y aurait pas la place. Ouais, ça met la tête à l'envers, hein. Mais pour conclure, et pour schématiser, alors ne me dites pas, s'il vous plaît, mais non, tu peux pas dire ça, dites-le comme vous voulez. Si c'est une description qui ne vous parle pas, qui n'ouvre pas votre esprit à d'autres possibles, qui n'ouvre pas vos espaces intérieurs, c'est une description et une démonstration qui ne s'adresse pas à vous. Inutile de me dire que je me trompe. Je me trompe, et concomitamment, j'ai raison, et je n'ai pas raison, et je me permets une démonstration qui n'a pour but que d'explorer mon propre esprit en votre présence. Peut-être que ceci vous permettra d'explorer votre propre esprit à votre manière. Je ne vous dis pas qu'il faut adhérer à ma vision. Je vous invite juste dans un espace où peut-être vous-même pourrez ouvrir d'autres portes. Peut-être que vous repousserez les murs de cet espace-là. Ça, c'est à vous de le faire. Mais pour résumer, je dirais qu'une droite est une ligne constituée par le dédoublement infini d'un espace sans étendue sous l'action du temps linéaire, que j'ai appelé la deuxième dimension. La première dimension étant l'extrapolation d'une absence de dimension. Tout ça pour arriver au fait que la réalité telle que nous la connaissons, la réalité en 3D, n'est peut-être pas si réelle que ça. C'est pour ça qu'elle se télescope si facilement avec d'autres réalités, pour peu que notre esprit ne soit pas trop bridé. Reprenons donc, 0, 1 et 2 sont de même nature spatiale ou topologique. 0, absence de dimension, matérialisé par un point. 1, droite constituée de points. Nous avons donc 0 plus 1 plus 1 plus 1 égale, soit 1, une seule dimension, soit 3, la 3D ordinaire. Voyez, on peut le dire d'une façon ou d'une autre, ça n'est pas problématique. C'est la question de la nature de ces 3 dimensions. Elles sont de nature identique, les 3. Regardez, 0, rien. 1, une droite dans un sens. 1, une droite dans un autre sens. 1, une droite encore dans un autre sens. On peut les faire tourner sur elles-mêmes indéfiniment. Et 3, l'élément non spatial qui permet 1, la distorsion spatiale, et 2, la relation entre les constructions spatiales, les droites ou les plans. Oui, parce que généralement, ce qu'on appelle la 3e dimension, c'est la relation entre les différences de plans dans lesquelles s'inscrivent les droites. La 2e dimension étant une relation entre 2 droites passant par un même point, donc un espace sans étendue commun à ces 2 lignes, constitué d'espaces sans étendue, qui détermine un plan. Et le plan, c'est une surface continue constituée d'espaces sans étendue contigus. Et bien sûr, je répète qu'en géométrie euclidienne, les droites sont rectilignes et les plans sont plats. Alors en général, nous avons ça en tête. Surtout quand nous avons parlé de la sphère à l'infini qui serait équivalente, non pas égale, mais équivalente à un plan à l'infini. Ben oui, si on étire à l'infini un plan, et qu'on étire à l'infini une sphère, ben si on vous transporte de l'un à l'autre, du plan à l'infini à la sphère à l'infini, est-ce que vous saurez faire la différence, chers amis? Virtuellement, c'est impossible. Mathématiquement, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à voir en quoi c'est tout à fait différent par nature, ou des gens qui arrivent à voir en quoi c'est tout à fait équivalent et identique par nature, je ne sais pas.
Mais voici qui nous ramène aux espaces de Riemann. 2 points qui sont 2 espaces sans étendue, qui se télescopent et se dissocient, ça n'a rien d'extraordinaire. Ben oui, nous venons de voir que ça s'appelait une droite. 2 points qui se dupliquent et se dissocient. Oui, il faut plus de 2 points, mais s'il y en a 2, il y en a peut-être plus. Mais jusqu'à présent, nous nous étions tenus à la géométrie euclidienne. Elle est ronde ou elle est plate ? Et un disque plat flottant dans l'espace, ce n'est pas du tout la vision défendue par les gens qui s'interrogent. Alors je parle pas des platistes. Quand on est platiste ou sphériste, ça veut dire qu'on a déjà une idée prédéfinie de quelque chose que par définition, on ne peut pas voir puisqu'on est dedans. Enfin, on n'est pas dedans, on est dessus, mais on n'a pas le recul suffisant. Je ne peux pas voir mon visage, sauf avec un miroir. Mais est-ce que le miroir me renvoie exactement ce que je suis ? Bah déjà non, c'est inversé. Et si le miroir n'est pas complètement plan, il va me déformer. Mais ça va vous mettre la tête à l'envers. Puisque la réalité est en volume. Si je me regarde à travers un miroir qui est un plan plat, est-ce que la platitude du miroir ne déforme pas, n'aplatit pas la réalité ? Ah ben c'est amusant ça, hein ? Mais puisqu'à l'intérieur du miroir, on voit les volumes, on voit même des profondeurs. Ah mais le miroir, c'est un gros morceau, un très très gros morceau. En tout cas, nous nous en sommes tenus jusqu'à présent aux géométries euclidiennes. Soit c'est une sphère, soit c'est un plan. Mais les amis, qu'est-ce qu'on fait des géométries non euclidiennes ? La conjecture de Poincaré, les espaces de Riemann, pour ne parler que de cela. Parce qu'il y a encore des tas de choses qui sont très complexes. La conjecture de Poincaré, c'est génial. Mais la sphère de Poincaré, la sphère quadridimensionnelle de Poincaré, eh ben quand on la représente, c'est une sphère en 3 dimensions. Ben oui, si elle est dessinée en 3 dimensions sur une feuille de papier, oui, avec qui donne un effet de profondeur, mais vous ne verrez pas la différence. Parce que la 4e dimension est vraisemblablement d'une nature différente, elle ne peut pas être rendue sur une feuille de papier. Alors, pour la comprendre, il faut être mathématicien, et un petit peu comme de la musique qui ne pourrait pas être jouée, c'est ça les mathématiques, c'est une musique qui ne peut pas être jouée. Mais ça, c'est une formule. Qui sait lire cette formule ? Mais plus encore, qui sait conceptualiser intérieurement, sous forme de vision intérieure, que ce soit une vision par les yeux ou une perception ? Qui sait conceptualiser une sphère à 4 dimensions ? N'y aurait-il pas quelques esprits parmi nous qui ne sont pas véritablement assujettis à la nature proprement plate de notre réalité ? Oui, puisqu'à l'aide d'une feuille de papier, je peux réaliser un volume en, entre guillemets, 3D, qui n'est constitué finalement que de feuillets plats disposés selon des angles différents. Est-ce que je peux dire que l'une des faces du cube est fondamentalement différente d'une autre face ? La face posée sur la table est différente de l'une des faces verticales ? Moi, je ne le crois pas. Fondamentalement, nous sommes limités. L'une de nos limitations fondamentales, c'est le temps linéaire. Le temps linéaire est également une illusion, comme l'espace. L'espace est constitué d'intersections de plans, constitué d'intersections de lignes, constitué d'extrapolation d'espaces sans étendue. La collusion de 2 illusions de nature différente nous fait croire à une réalité limitée. Extraordinaire, non ?